Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, il est question d'un sujet qui peut vous interpeller. Éolienne, chronique d'un naufrage annoncé. C'est signé Pierre Dumont et Denis de Kergorlet. C'est aux éditions François Bourin, qui en profite d'ailleurs pour saluer Aude, qui se reconnaîtra et qui, sans elle, cette interview n'aurait pu se faire. Quelques mots sur les deux auteurs avant d'accueillir l'un des deux. Denis de Kergorlet est un acteur de longue date du monde associatif dans le domaine de l'environnement, les Amis de la Terre, de l'action humanitaire, Médecins sans frontières, et de la défense du patrimoine culturel, la demeure historique, Europa Nostra, French Heritage Society. Et puis un petit mot sur Pierre Dumont. C'est un chef d'entreprise, il dirige une société familiale bicentenaire, elle-même engagée dans d'autres énergies renouvelables. Il mène depuis de nombreuses années un combat acharné pour préserver des éoliennes, les sites emblématiques du pays de George Sand et de la vallée des Peintres entre Babéry et Creuse. Denis de Kergorlet, bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. Aujourd'hui, vous venez nous présenter un ouvrage, Éolienne, chronique d'un naufrage annoncé. Tout d'abord, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant ? On va revenir sur l'ouvrage en quelques instants, mais qu'est-ce que vous comptez faire maintenant, après avoir écrit ce livre ? Eh bien, c'est tout simple. Je vais continuer à me battre contre les projets gouvernementaux d'implantation de milliers et de milliers d'éoliennes sur l'ensemble du territoire français. Il y en a 8000 d'installés aujourd'hui, on commence bien à les voir. Le président Macron a annoncé, je crois que c'était mardi dernier, au moment de la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qu'il avait l'intention de tripler le nombre des éoliennes en France, donc ça veut dire de les faire passer à 24 000. Je pense que ça pose énormément de problèmes et je ferai partie des gens qui essaient d'infléchir la politique. Vous parlez effectivement que vous êtes le premier défenseur. Pensez-vous qu'il faudrait structurer les associations, les collectifs notamment, peut-être autour d'une seule association ou d'un seul collectif avec un leader ? Que pensez-vous de cela, Denis de Kergorlet ? Je ne suis pas favorable. Je suis donc, comme vous l'avez rappelé, un familier du monde associatif dans différents secteurs. Et je pense que d'abord c'est très bien qu'il y ait de l'émulation entre différentes associations. Il faut que cette émulation soit saine, bien sûr, qu'elle ne se détruise pas. Mais en plus, chaque association a son style, son mode d'action. Il faut les rendre complémentaires. Et je pense pas que... Et là, vraiment, dans tous les domaines que je connais, je trouve que la diversité, c'est plutôt quelque chose de fécond. Voilà, donc je ne suis pas du tout pour le côté... dans d'autres associations que j'ai pratiquées dans le domaine humanitaire ou dans le domaine notamment du patrimoine culturel, il y a des associations, il y a parfois des scissions d'ailleurs, et en fait ces scissions sont souvent naissent de divergences d'approche. Et il faut que chaque association fonctionne selon ses objectifs, son ADN, comme on dit. Donc personnellement, alors il y a une association que j'admire beaucoup en France et qui elle-même est une fédération d'associations, c'est la Fédération Environnement Durable, dont le président est Jean-Louis Butré. Et cette fédération n'est pas la seule, mais elle fédère pas mal d'associations locales en France et elle les conseille, des associations qui fleurissent à droite à gauche en France, là où il y a des projets éoliens qui proposent d'implanter de nouvelles éoliennes. Denis de Kergorlet, on va bien sûr parler de votre livre, que vous n'avez pas écrit seul comme on l'a dit aux éditions François Bourin. Racontez-nous votre rencontre avec Pierre Dumont, comment elle s'est passée ? Pierre Dumont et moi nous connaissons bien parce que nous sommes des cousins. Mais chacun menait depuis des années son combat de son côté. Pierre Dumont raconte magnifiquement dans le chapitre 2 de notre livre son combat que je qualifierais d'héroïque dans le Babéry contre l'implantation. Ça dure depuis des années et il le raconte dans ce chapitre et c'est homérique, donc je vous laisserai le découvrir. Et c'est ça qui le motive. Et du coup, il est passé, je dirais, du particulier au général. Particulier, c'est son combat dans son
général, parce que il faut pouvoir s'argumenter, sortir du local, se confronter au national, connaître les associations comme la Fédération Environnement Durable, Butré, connaître aussi une petite association dont je m'occupe. Voilà. Alors lui, il mène un combat, il est passé d'un combat local à un combat national. Et c'est lui qui a eu ce projet de livre. Et c'est lui qui est venu me proposer de m'associer à lui. Alors moi, cette différence, c'est je m'occupe de protection du patrimoine au travers d'associations. Donc la demeure historique, c'est l'association qui représente les propriétaires de monuments historiques. Europa Nostra, c'est une association européenne pour la protection du patrimoine en général. Ça peut être les paysages, justement, les villages, les petits monuments, les grands monuments, les églises, enfin tout ce qui est patrimoine culturel. Et puis l'association américaine aussi qui collecte des fonds pour restaurer des monuments en France et aux États-Unis. Alors, fort de cette expérience qui date de plus de 30 ans, j'ai été alerté depuis plusieurs années par des gens qui me disaient mais il y a une plaie, c'est d'ailleurs le mot qu'ils utilisaient, une plaie qui se développe en France, c'est cette propagation de ces machines qui sont de plus en plus hautes, car aujourd'hui les machines que l'on crée, ces éoliennes, elles font à peu près 200 mètres de haut, la pale comprise, c'est-à-dire elles se rapprochent de la taille de la tour Eiffel. Ça veut dire qu'on veut mettre par milliers des engins qui ont presque la taille de la tour Eiffel, partout sur le territoire, mais qui n'en ont pas nécessairement l'esthétique. Et donc je pense que tout ça est totalement déraisonnable, et c'est pour ça que moi, c'est au niveau effectivement national que je veux porter le combat. Alors voilà, chacun a eu une approche différente, mais nous nous sommes rejoints pour écrire ce livre, et je ne vous cache pas que c'était très stimulant de l'écrire à deux. Comment s'est passée la phase d'écriture en termes de recherche, de chapitres? Voilà, j'ai vu que il y a beaucoup de chapitres au travers de ce livre. J'ai vu également que vous aviez cité beaucoup d'ouvrages où vous êtes notamment plongé pour pouvoir reprendre des informations. Racontez-nous cette phase de construction et comme vous le dites si bien, à deux, hein, en duo. Oui, alors c'est un travail que nous avons mené un peu tambour battant dans le courant de l'année 2018. Chacun ayant par ailleurs ses propres activités, lui de chef d'entreprise et moi de président de différentes associations. Mais néanmoins, nous nous y sommes mis. Alors il faut dire que les informations, la documentation, nous l'avions par nos combats respectifs. Pierre est un garçon incroyablement bien organisé. Il a des montagnes d'archives. Il s'intéresse à ce problème depuis des années. Et donc, beaucoup de livres ou même d'articles de journaux que nous avons cités, c'est vraiment lui qui les avait. Moi, je m'occupe quand même, j'ai une espèce de petit club de 5 à 10, plutôt hauts fonctionnaires, inspecteurs des finances, diplomates, conseillers d'État, qui depuis longtemps sont opposés à ces éoliennes, et ça fait plusieurs années que nous nous réunissons, que nous essayons de faire ce qu'on appelle du lobbying, c'est-à-dire être reçus par des hauts fonctionnaires dans des cabinets ministériels. Et à chaque fois, nous sommes reçus avec beaucoup de politesse, mais nous nous heurtons à des portes fermées. On comprend bien que c'est un sujet hautement politique et que depuis Sarkozy, Hollande ou l'actuel président, c'est en quelque sorte un domaine réservé du président de la République, parce que c'est hautement politique. On va revenir sur les effets néfastes que notamment vous citez dans votre ouvrage. On va rappeler notamment les risques pour la santé. Oui, quels sont-ils ces risques pour la santé et est-ce qu'il y en a vraiment, Denis de Kergordet? À partir du moment où vous avez l'Académie nationale de médecine qui a plusieurs médecins qui mènent une enquête, qui font un rapport et qui rappellent les différents risques ou effets constatés par eux, mais qu'on peut encore appeler dans le domaine du risque, sur la santé des populations riveraines. Et ce chapitre méritait, c'est le chapitre le moins connu. Les gens qui s'opposent aux éoliennes le font surtout pour la partie visible, l'atteinte au paysage et l'atteinte à des monuments. Mais il y a d'autres inconvénients, notamment des non visibles, c'est-à-dire des atteintes à l'environnement, c'est-à-dire par exemple ces blocs de béton considérables qu'il faut pour supporter des éoliennes. Et lorsque une éolienne qui est en fin de cycle au bout de 20 ans doit être remplacée, on ne veut pas
c'est donc des choses moins visibles, si vous voulez, mais néanmoins. Et quant à l'aspect santé, c'est quelque chose, nous l'avons appelé, dans ce chapitre, le déni des risques sanitaires. C'est-à-dire que c'est toujours balayé du revers de la main par le syndicat des promoteurs, on va dire. C'est toujours refusé. Et pourtant, même en Allemagne, où vous avez des milliers d'éoliennes, ils ont plus de 30 000 éoliennes, ce qui est, à mon avis, un saccage environnemental catastrophique. Mais néanmoins, ils respectent la règle de ne pas mettre d'éoliennes à moins de 1000 mètres d'une habitation, parce qu'ils pensent que c'est dangereux. Et nous, en France, eh ben, on ne fait que la règle des 500 mètres, d'où même, et l'Académie de médecine. L'Académie de médecine, elle demande 1500 mètres par rapport aux habitations. Tout le système des promoteurs, les institutions qui poussent la multiplication de ces éoliennes, s'agrippent à la règle des 500 mètres, qui d'ailleurs, ils voudraient même pouvoir faire sauter. Donc c'est cette proximité. Alors, quels sont les impacts? Ben, vous savez, je vais vous le dire très rapide. D'abord, pour beaucoup de gens, apprendre qu'il y a un projet éolien, qu'il va y avoir de très grandes éoliennes près de chez eux, c'est déjà un traumatisme. C'est un peu comme lorsque vous allez voir votre médecin qui vous dit ben, votre bilan de santé est malheureusement pas terrible, il va falloir que vous viviez avec ça. Donc ça veut dire, d'abord, la maison que j'habite, elle risque d'être totalement dépressée, que je ne pourrais pas la revendre parce qu'il y a des éoliennes à proximité. Ça veut dire que nuit et jour, je vais voir ces immenses machines du matin jusqu'au soir qui clignotent la nuit, qui sont et ensuite il y a le problème du bruit. Et le problème du bruit est absolument obsédant pour plusieurs riverains et peut déclencher non seulement des troubles de sommeil, mais toutes sortes d'effets psychologiques négatifs. Donc, et d'ailleurs, l'Académie de médecine appelle ça le syndrome de l'éolien. Le syndrome de l'éolien, c'est-à-dire tous les effets négatifs que les éoliennes à proximité peuvent avoir sur les gens. Sans compter ce que l'on ne sait pas très bien. Le problème des infrasons, par exemple. On sait que ça a un impact très fort sur les animaux. On sait moins pour la santé humaine parce que les êtres humains ne ressentent pas physiquement les infrasons. Et ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de risque. Nous, ce que nous disons, c'est que dès lors qu'il y a des risques, on devrait appliquer le principe de précaution, qui est le principe de précaution, qui est un principe constitutionnel et qui est à partir du moment où il y a des risques pour la santé des habitants, il faut absolument qu'il y ait des analyses, etc. Or, tout ce qui est promoteur éolien sont dans le déni total de ces risques. C'est pour ça que nous avons voulu porter l'attention des gens à cet inconvénient moins bien connu des éoliennes sur les populations. Pour rebondir sur ce que vous dites, il y a quelques jours, dans un journal télévisé, nos confrères de France Télévisions, notamment pour les cités, France 2, un reportage passé et une personne interrogée a répondu « C'est pas pour autant que plein d'éoliennes arrivent, mais c'est pas pour autant que les centrales nucléaires ferment. » Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ce qu'a dit cette personne, cette dame? C'est intéressant comme débat. Autrement dit, si je comprends cette personne, elle semble dire qu'elle perçoit les inconvénients des éoliennes et qu'il y a pourtant déjà des inconvénients des centrales nucléaires, donc elle dit c'est double peine, quoi. C'est pas les éoliennes versus les centrales nucléaires, c'est les éoliennes plus les centrales nucléaires. Alors qu'est-ce que j'ai à dire à cette personne? Ben, je lui dis malheureusement, vous avez raison. Malheureusement vous avez raison. Je veux dire que ce n'est pas parce que l'on met des éoliennes qu'on va pouvoir se débarrasser en quelque sorte du nucléaire. Le nucléaire, c'est un choix stratégique que les hommes politiques français des années 1960-1970 ont fait pour nous affranchir de la dépendance vis-à-vis du pétrole, puisque nous n'en avons pas dans notre sol. Je dirais que ce choix du nucléaire a ensuite été conforté dans les années qui ont suivi, lorsqu'on a pris conscience, mais ça c'était même après avoir construit des centrales nucléaires, quand on a pris conscience, à partir de la fin des années 70, début des années 80, qu'il y avait une relation entre le dérèglement climatique et les énergies fossiles, c'est-à-dire le charbon, le gaz et le pétrole, qui déclenchent des gaz, qui déclenchent un effet de serre, qui provoque le réchauffement climatique. Donc, il est clair aujourd'hui que les énergies fossiles sont un problème pour le climat et qu'il faut de plus en plus développer des énergies qui sont ce qu'on appelle décarbonées, qui ne
je ne suis pas quelqu'un qui nie ces problèmes-là. Simplement, pour l'instant, le monde a besoin d'énergie, il ne peut pas se passer du nucléaire. Et puis le nucléaire va muter avec les technologies à venir. Mais on ne peut pas s'en passer. Donc je dis à cette dame, oui madame, c'est pas parce que nous mettons des éoliennes que vous allez voir les centrales nucléaires partir, parce qu'elles ne peuvent pas partir tout de suite. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est ce que nous dénonçons dans notre livre, c'est qu'on ne peut pas remplacer l'énergie nucléaire uniquement par des énergies renouvelables. Alors les énergies renouvelables, c'est quoi? C'est les éoliennes pour le vent et c'est le photovoltaïque pour le soleil. Mais ces énergies, elles sont intermittentes. Elles ne peuvent fonctionner que quand il y a du vent et que quand il y a du soleil. Et on ne peut jamais savoir. Enfin, on peut savoir quand il va y avoir du soleil. On peut moins savoir quand il va y avoir du vent. Donc vous êtes de toute façon condamné à ce qu'on appelle un mix énergétique. Et le mix énergétique, c'est une partie énergie fossile, une partie énergie nucléaire, une partie énergie renouvelable. Après, chaque pays choisit son propre modèle. Vous avez des pays au nord de l'Europe qui ont beaucoup d'hydraulique. L'hydraulique, c'est presque une des meilleures énergies. Elle ne déclenche pratiquement aucun inconvénient. Et en plus, elle se maîtrise. C'est une énergie renouvelable puisque c'est des barrages qu'on peut maîtriser. Les énergies vent et soleil, ce n'est pas qu'il n'en faille pas du tout, mais il faut choisir les dosages. Et ce qui est le cas de la France, c'est que la France a du nucléaire, elle en a encore pour. Vous avez vu les annonces du président. On ne va pas du jour au lendemain se séparer du nucléaire, ça va prendre des années. Et on ne peut pas, en multipliant les éoliennes, remplacer le nucléaire. Et la France, qui a donc beaucoup d'énergie décarbonée par le nucléaire et par l'hydraulique, n'a pas besoin de ces dizaines de milliers d'éoliennes que l'on prévoit. Je pense que pourquoi est-ce qu'on les fait d'ailleurs? Ça, c'est irrationnel. Eh bien, je vous donne la réponse que nous donnons dans le livre. On le fait pour des raisons strictement politiques. C'est parce qu'il y a un parti politique qui déteste le nucléaire et veut absolument promouvoir ces énergies renouvelables. C'est le parti des écologistes français. Et c'est sous son influence. Et donc nous disons tout ça n'est pas raisonnable comme conception politique. Denis de Kergorlet, pour terminer, question, on va parler du financier. À qui profitent tous ces bénéfices de ce système? Eh bien malheureusement beaucoup de gens. Et c'est bien là le problème. Je cite dans le livre le cas de cet ami qui avait un projet éolien qui le traumatisait, qui a réussi d'ailleurs à gagner la bataille. Mais lorsqu'il a cherché, c'est un homme d'affaires, quand il a cherché, il en a parlé à ses avocats en disant « Est-ce que vous allez m'aider là-dessus ?» Les avocats lui ont dit « Non, on t'aime beaucoup, mais on ne le fera pas. Il y a trop d'argent à gagner avec les éoliennes, on ne va pas se planter, si vous me permettez cette expression, en nous mettant en travers. » Alors beaucoup de gens. Alors d'abord, je dirais, il y a des gens pour lesquels j'ai le moins d'agressivité, parce que pour moi ce sont des victimes. C'est-à-dire, par exemple, des propriétaires ruraux de terrains agricoles qui voient ça comme une manne inespérée par rapport à ce qu'ils ont par l'agriculture. Et donc, moi je dis que c'est un peu de l'abus de faiblesse. Ils sont en situation de faiblesse. Et par conséquent, à partir du moment où vous avez des démarcheurs partout en France qui vont voir ces propriétaires de terrain, ils les transforment en victimes bénéficiaires, on va dire. De même pour les maires ruraux. Les maires ruraux, d'ailleurs vous avez vu, plus d'un maire sur deux ne veut même pas se représenter. Ils ont tellement de problèmes, et notamment des problèmes financiers, que je ne peux pas leur reprocher complètement de céder à la tentation. Simplement, voilà. Donc ce sont je dirais des bénéficiaires victimes. Et puis vous avez par derrière, alors, tous ceux qui sont de près ou de loin dans ce système de développement de l'éolien en France, toute cette chaîne d'acteurs économiques qui, eux, alors, bénéficient d'un enrichissement très rapide. Pourquoi? Parce que la volonté politique, c'est de payer l'électricité qui est produite par les éoliennes 2 à 3 fois plus cher que l'électricité qui est produite par le nucléaire ou par le gaz, le pétrole, etc. C'est une manne d'argent, et c'est une manne d'argent dont, je dirais, tout le monde dans le secteur profite. Alors c'est d'abord les petites sociétés de gens qui font le démarchage, qui vont chercher justement ces terrains, qui vont voir les mains, qui obtiennent des accords et qui ensuite les revendent aux professionnels et donc font de l'argent dans ce système. C'est des professionnels
premiers à s'enrichir. Ensuite, ce sont les fabricants des éoliennes qui profitent de ces marchés. Alors il se trouve que ce ne profite pratiquement pas à l'économie de la France, puisque toutes ces éoliennes sont fabriquées au Danemark, en Espagne, en Allemagne et en Chine. Donc ce sont ces opérateurs-là qui en font un véritable business. Et puis il y a les épargnants. Les épargnants qui mettent leur argent, confient leur argent à des sociétés qui financent ces sociétés. Ce sont les financiers par derrière. Et là, les rentabilités pour ceux qui financent avec leur argent l'éolien, ce sont des rentabilités fantastiques, encore une fois, parce que le système est propre et pervers. Il génère tellement d'argent que du coup, il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent. Mais vous voyez, je fais une hiérarchie entre le maire de petite commune et l'agriculteur, qui sont des bénéficiaires, qui sont, je dis, des bénéficiaires victimes en même temps. C'est malsain, tout ça. Et puis, je dirais, c'est une industrie, l'industrie de l'éolien, c'est une industrie prospère. Mais cette industrie prospère, elle est artificielle, parce que ça dépend uniquement d'une décision politique de surpayer l'énergie. Le jour où vous arrêtez l'aide publique à l'éolien, c'est un château de cartes qui s'écroule. Parce que à ce moment-là, si vous n'êtes pas subventionné, on ne fait plus d'argent avec l'éolien. Ce n'est pas une industrie rentable. Le choix du titre est important. Naufrage, le chronique d'un naufrage annoncé. J'ai la conviction, je suis porté par cette conviction, que tout ça va dans le mur. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre des photos d'éoliennes pourries, pourrissantes, qui ont plus de 20 ans. Vous avez aux États-Unis plus de 14 000 éoliennes rouillées, pourries, qui restent là pour des années et des années. C'est ce que seront nos milliers d'éoliennes en France, puisque rien n'est prévu pour leur démantèlement le jour où elles seront obsolètes. Et donc, pourquoi un naufrage ? C'est un naufrage pour les paysages et les monuments de la France. On est en train de défigurer notre pays. Et c'est un naufrage financier, parce que tout ça coûte très cher et que, à la fin des fins, ce sont les consommateurs qui payent. Donc, pour le moment, les gens ne s'en rendent pas compte. Quand ils seront plus conscients que leur facture d'électricité monte inéluctablement à cause du soutien artificiel à cette forme d'énergie, eh bien, à un moment donné, les gouvernements qui viennent diront stop, on arrête. Le gouvernement anglais, le gouvernement espagnol et bientôt le gouvernement allemand, je sais qu'ils en discutent, eux, à un moment donné, ils ont dit mais tout ça, on arrête de financer. Et donc moi, ce que j'espère avec notre livre et avec notre combat, etc., c'est d'amener nos décideurs politiques à ce constat que ce jeu n'en vaut pas la chandelle. Denis de Kergorlen, merci d'avoir été l'invité de la chronique de Guillaume Sautet. Merci à vous. Et vous revenez quand vous le souhaitez.